À tous. Donc, nous accueillons aujourd'hui Bertrand Bedhomme de l'ISIEB sur regard éthique sur l'évolution des relations entre les humains et les animaux dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Bertrand, à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé dans le contexte au départ du comité d'éthique de l'INSERM, dont je fais partie, et d'ailleurs qui a été en partie présenté à la journée du comité d'éthique de l'INSERM en novembre dernier. C'est essentiellement sur cette base que je vous propose ça, et avec des enrichissements, avec d'abord des données un peu plus récentes et quelques extensions qui n'étaient pas prévues dans ce contexte initial. Donc oui, dans le contexte du comité d'éthique, on s'est intéressé sur l'évolution des relations entre nous et les animaux, voire nous et les autres animaux, dans le contexte de cette pandémie. Alors au départ, c'était essentiellement dans le contexte du premier confinement, mais assez rapidement, la question s'est posée aussi des autres contextes de la pandémie, les déconfinements, la gestion générale. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord un petit rappel que la Covid-19 est une histoire essentiellement humaine. Ce sont des facteurs principalement humains qui sont à l'origine de l'émergence de cette nouvelle zoonose, qui est devenue ensuite une pandémie. Et la gestion sanitaire, sociale, économique, politique de cette crise a entraîné un bouleversement, je pense qu'on peut tous en témoigner, avec des conséquences multiples pour nous, mais aussi pour les animaux. Donc, bien évidemment, dans le contexte du comité d'éthique de l'INSERM, nous avons abordé les animaux expérimentaux, notamment pour la question des recherches menées sur les thématiques de l'INSERM et entre autres cette pathologie. Mais la réflexion a été élargie aux animaux domestiques, aux animaux sauvages. Donc je vais donc vous présenter un premier bilan sur cette éthique des relations avec les animaux dans le contexte pandémique, principalement en France, mais quelques exemples étrangers également. Alors, pour des raisons de simplification, ici, animaux voudra dire mammifères. Je m'en excuse par ailleurs auprès de tout le monde. Vous voyez bien que c'est un raccourci de langage un peu pratique. Et j'ai essayé de les représenter de manière schématique avec des couleurs différentes. Mais bon, ces catégories sont arbitraires et là aussi, c'est plutôt par des soucis de facilité. En effet, les animaux domestiques, que ce soit des animaux de compagnie et de production, ce sont des espèces sauvages qui se sont habituées à adapter à un environnement contrôlé par l'homme. Bon, il n'y a pas énormément de données sur les animaux de production, on verra ensuite. Les animaux expérimentaux, ce sont généralement des animaux domestiques, mais parfois des espèces sauvages ont été utilisées pour des expérimentations, notamment dans le contexte de cette maladie. Et nous aussi, nous sommes des animaux, de toute façon. Donc voilà, les codes couleurs sont essentiellement indicatifs. Donc je vais vous présenter une synthèse des résultats en 4 thèmes. Donc le premier concerne les animaux et la transmission du virus, avec les informations qu'on peut en tirer en infectiologie, en épidémiologie. Le second concerne les animaux et la gestion de la pandémie, avec des conséquences sur la santé, le bien-être des humains, le bien-être des animaux. Je porterai un regard un peu spécifique sur le cas des visons, qui posent de nombreuses questions éthiques, et pas seulement dans ce contexte. Et enfin, les animaux et les émergences, avec l'importance de l'intégration des santé humaines, animales et environnementales. Alors, cette diapositive est plus tout à fait à jour, parce que l'objectif est de montrer en gros quelles espèces ont été concernées expérimentalement ou naturellement par des infections par le SARS-CoV-2, et j'ai arrêté de mettre à jour les silhouettes, parce que j'ai plus de place et il y en a trop. Mais je vais en dire quelques mots quand même. Donc, dans un premier temps, les infections expérimentales, elles ont été conduites sur environ maintenant 20 à 30 espèces pour évaluer, alors, pour différentes raisons. La première, c'est pour évaluer les pertinences de ces modèles éventuellement pour l'étude du virus, et dans un deuxième aspect, pour évaluer aussi les risques épidémiologiques. Est-ce que si ces espèces étaient infectées, est-ce qu'elles feraient accourir un risque épidémiologique? Donc, ces infections expérimentales ont permis de montrer de grandes différences, comme on le voit sur ce schéma, avec les espèces les plus susceptibles à droite de chaque graphique et les moins susceptibles à gauche. Des espèces comme les bovins, les porcs sont des espèces, enfin, les volailles domestiques, bovins, porcs sont des espèces qui sont assez peu susceptibles. Par contre, des espèces qui sont complètement à droite,
comme les primates. Bon, ça a été testé sur le macaque, par exemple, mais aussi le furet, comme le stélidé, le hamster, sont assez sensibles. À noter qu'il y a un cas particulier dans cette catégorie qui est la souris expérimentale. Elle est assez peu sensible à l'infection. Par contre, pour des modèles expérimentaux, des souris dites humanisées ou transgéniques pour le gène du récepteur ACE2 humain ont été produites et utilisées dans ce contexte. Alors, il y a l'homme dans cette infection expérimentale. Alors, c'est pas une erreur. Il y a eu une tentative, entre guillemets, un projet d'infection expérimentale au Royaume-Uni pour étudier l'efficacité vaccinale. Bon, ça pose aussi des questions éthiques qui sont d'un autre ordre, parce que les essais cliniques ont pris de nombreux mois, parce qu'on comparait des groupes vaccinés et non vaccinés, enfin tout au moins vaccinés en placebo, et on les soumettait, entre guillemets, à une infection naturelle, et on voyait la différence de probabilité d'infection en fonction de la vaccination ou pas. Il y a un moyen d'accélérer fortement ça, c'est d'infecter les gens. On vaccine ou on donne un placebo et on infecte tout le monde et on regarde un petit peu l'efficacité vaccinale. Donc ça, c'est ce qui se fait de manière habituelle chez les animaux et ça a été proposé chez l'homme au Royaume-Uni. Finalement, ça s'est pas conduit. Sur le schéma de droite, on parle des infections naturelles, qui est dans un contexte de rétrozoonose, puisque maintenant c'est une maladie humaine. Et dans le contexte des rétrozoonoses, il y a beaucoup moins d'infections naturelles qui ont été documentées. Donc il y a quelques cas de séroconversion qui ont été détectés chez des animaux de compagnie, donc, principalement des chats. Le chien est beaucoup moins susceptible. Vous avez entendu parler sûrement de grands félins contaminés dans des parcs zoologiques, comme celui du zoo de New York, d'autres zoos américains, plus récemment en Espagne. Le dernier cas en date est un zoo en Suède, cette semaine ou la semaine dernière, dont une femelle tigre a été euthanasiée parce qu'elle était assez malade et aussi assez âgée, et des lions aussi dans le même parc en Suède. Vous avez certainement aussi entendu parler, alors il n'est pas figuré en silhouette, mais des gorilles du zoo de San Diego qui ont été infectés également. Et je reviendrai un peu plus tard sur le cas des mustélidés en général et du visualisme en particulier. Alors, les approches expérimentales posent évidemment des problèmes d'éthique qui sont liés à l'infection, à l'expérimentation animale. Elles sont quand même importantes pour déterminer la susceptibilité des espèces, étudier la physiopathologie de la Covid-19, le développement de vaccins. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées qui ont nécessité des expérimentations animales. Dans ce contexte, les expérimentations animales ont un degré de gravité, sans connaître forcément tout le détail des projets qui ont été conduits, mais probablement un degré de gravité élevé, a priori de 2 à 3, donc de modéré à sévère, parce que c'est le cas de la plupart du temps pour des études avec un pathogène. À ma connaissance, les procédures d'autorisation ont été respectées. Par contre, l'administration, en l'occurrence le ministère, a été plus rapide pour délivrer un agrément, une autorisation formelle d'expérimentation. Alors à noter, ce n'est pas forcément spécialement le cas en France, mais on voit bien dans les publications qu'il y a des études qui sont parfois redondantes, avec des infections sur des mêmes espèces faites par des laboratoires différents, ou des espèces ou des infections expérimentales sur des espèces sauvages avec 1 ou 2 individus par espèce et avec des résultats hétérogènes, donc avec un intérêt parfois très limité. Donc, ça n'a pas grand-chose de faire des études d'une puissance ou d'un intérêt limité à ce point-là, autant pas les faire. Alors, les études expérimentales, on le sait bien, peuvent avoir des limites, tout n'est pas toujours transposable à l'homme. En l'occurrence, le classique modèle expérimental souris n'est pas toujours le meilleur modèle pour cette infection, comme je l'ai dit précédemment. Donc on utilise des souris avec des modifications génétiques ou immunitaires pour être plus proche ou de la réceptivité de l'homme ou de la réponse immune de l'homme. Un autre exemple est celui des doses infectieuses qui sont utilisées, qui sont souvent très standards et souvent assez fortes, avec des infections intranasales. Elles ne sont pas le reflet des modalités naturelles d'infection. Donc ce qu'on observe physiologiquement sur ces espèces modèles, sur ces approches modèles, n'est pas toujours directement ou facilement transposable. Alors, il y a des approches alternatives à l'expérimentation animale, donc des approches in vitro. Alors, elles sont d'un intérêt assez limité pour beaucoup de pathologies infectieuses,
parce que notamment, elle ne permet pas de mettre en évidence des réponses systémiques et complexes comme la réponse immune. On a pu voir des exemples célèbres que les études in vitro d'approche de tests de molécules thérapeutiques étaient généralement difficilement transposables à une étude transposable à un vrai traitement chez l'homme, pour plein de raisons, notamment des raisons pharmacocinétiques. Et alors, une autre approche alternative classique est la modélisation. Donc, il y a eu beaucoup d'études sur la modélisation, notamment de l'interaction virus-récepteur. Et il faut dire qu'elles sont globalement décevantes. La plupart, il y a eu beaucoup d'études sur déterminer la capacité, prédire la capacité des animaux à être de bons ou mauvais hôtes du virus. Ben, généralement, ça colle très mal avec ce qu'on observe de la réceptivité des espèces. Par exemple, la plupart des études ne prédisent pas la susceptibilité des mustélidés, comme les furets et les visons, sur la base juste de la prédiction d'interaction entre le récepteur ACE2 et la protéine spike. Alors, ces études ont permis à de nombreux organismes nationaux, internationaux, d'édicter des recommandations. Donc, par exemple, il y a un avis de l'ANSES en octobre, qui est toujours valable, qui met en évidence qu'il n'y a pas de rôle épidémiologique des animaux dans la transmission du virus. Il peut y avoir des cas limités d'infection, notamment d'animaux domestiques, mais ça n'est pas un sujet épidémiologique. De même, au début de l'épidémie, des recommandations ont été faites de ne pas désinfecter ou abandonner les animaux domestiques sur la base de rumeurs qui ont circulé à ce sujet, qu'on a eu du mal à mettre en évidence. Pour le moment, je pense que ce sont restés des rumeurs ou des cas extrêmement isolés, plus que de vrais problèmes sanitaires. Bon, cependant, il y a quand même eu des recommandations pour les animaux, des précautions à prendre pour les animaux au domicile, hein, en cas de personnes infectées, des recommandations pour les animaux expérimentaux, hein, des recommandations assez habituelles vis-à-vis de l'expérimentation animale, notamment dans un contexte de recherche sur des pathogènes, donc c'est des risques plutôt bien gérés généralement. Et enfin, pour les animaux sauvages, il y a eu des recommandations qui ont été proposées par différents organismes pour les espèces qui avaient été déterminées comme les plus susceptibles, pour le suivi des populations de nature, pour les centres de soins, les parcs zoologiques. Et on voit que c'est pas pour rien, hein, puisque dans les parcs zoologiques, on a eu plusieurs exemples de transmission, probablement par du personnel. Alors c'est documenté ou pas documenté, mais la plupart du temps par du personnel, puisque généralement les parcs zoologiques sont fermés. Recommandations aussi pour les animaux sauvages, pour la protection sanitaire des populations sauvages, d'espèces menacées. Alors, pour la protection des populations, par exemple les grands singes, les chauves-souris, mais aussi pour éviter de créer un réservoir sauvage de ce virus. Donc j'y reviendrai pour les mustélidés. Alors, voilà un exemple intéressant de panneau mis en place par l'organisation de Sabrina Krief du Muséum à Sebitoli, dans le parc national de Kibale, en Ouganda, dans lequel elle travaille. Vous pouvez voir sur ces affichettes qui ont été mises en place, des pictogrammes pour éviter, pour signaler ce qu'il faut faire pour éviter la transmission du virus entre humains, notamment à l'extérieur de la réserve, avec l'indication de ce qu'il faut faire dans les transports, le respect des distances, le lavage des mains. Et à droite, là, dans ce panneau, là, cette fois, c'est pour éviter la transmission du virus aux chimpanzés étudiés cette fois dans la réserve, avec les distances à respecter, le port du masque, le lavage des mains. Donc on voit la transposition dans des contextes différents de recommandations qui sont relativement similaires et qui permettent d'expliquer à tout le monde les recommandations, les conduites à tenir. Alors, juste une petite parenthèse, cette question de la distance à respecter avec les grands primates permet de remettre dans l'actualité deux débats éthiques concernant la photo des animaux, avec deux cas qui sont déjà un petit peu connus, notamment le premier, c'est-à-dire la photo d'espèces rares et menacées par l'homme, notamment par des braconniers, ou alors d'espèces qui viennent d'être découvertes et pour lesquelles on craint un commerce illicite massif. Et donc, il y a eu des recommandations dans des parcs africains il y a quelques années d'éviter de mettre les coordonnées GPS de laisser les coordonnées GPS sur les photos d'espèces rares et menacées pour éviter que des braconniers
retrouvent ces photos sur le net et connaissent la position de ces animaux à un instant T. L'autre aspect, qui est un peu plus récent, c'est que des recommandations ont été faites de respecter des distances avec les animaux pour éviter les contaminations. Alors, ce respect des distances implique évidemment de ne pas faire de selfies avec des animaux sauvages ou apprivoisés. Dans des contextes touristiques, c'est assez fréquent dans certains pays, pour des raisons sanitaires. Mais récemment, il y a des articles, notamment l'article du Guardian, il y a quelques jours, une semaine ou deux, qui mettaient en avant le fait qu'il faut aussi éviter les selfies de manière générale avec des espèces sauvages, même apprivoisées, parce qu'il y a des personnalités plus ou moins connues qui ont tendance indirectement, en faisant ces selfies et à les communiquer sur les réseaux sociaux, à favoriser le commerce illicite de certaines espèces comme animal, enfin, qui seraient souhaitées comme animal de compagnie, en raison de l'aspect mignon, attractif de ces animaux sur les selfies. Et il y a l'UICN a récemment fait des recommandations à ce sujet concernant particulièrement les primates. Donc, des recommandations d'éviter de faire des selfies avec des animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des peluches. Et implicitement, faire ça incite les gens qui reçoivent les selfies, qui les voient, à considérer ça comme des potentiels animaux de compagnie et ça pourrait poser des problèmes de commerce illégal. Retour sur la question du coronavirus. À la suite de la pandémie, il y a eu des gestions de crise qui se sont mises en place, et principalement, dans un premier temps, des restrictions d'activité. Elles ont été maximales pendant les périodes de confinement. Donc, les structures qui gèrent des animaux, par exemple les installations expérimentales, les parcs zoologiques, ont mis en place des plans de continuité pour assurer les soins nécessaires aux animaux. Alors, ça n'a pas toujours été possible pour de petites structures bénévoles, et le cas est clair pour certains centres de soins, dont certains ont dû fermer. Donc, ce qui a pu conduire à des conséquences négatives pour des animaux blessés dans leur secteur d'action, puisqu'ils n'ont pas pu être transférés, récupérés, soignés correctement. Alors, les installations expérimentales ont été confrontées à des problèmes éthiques importants concernant l'annulation ou le report de projets non débutés, faute de personnel sur site. Il y a des plans de continuité d'activité qui étaient orientés essentiellement sur la protection de la santé des personnels et qui ont incité à une réduction très forte des personnes présentes sur les sites, ce qui, par extension, a donc nécessité l'annulation ou le report de projets et des euthanasies relativement importantes d'animaux qui étaient prévus pour des expérimentations. Alors, les projets prioritaires, notamment ceux en rapport avec la Covid, ont été maintenus, mais les nombreux projets annulés ont conduit donc à l'euthanasie de probablement, on n'a pas de total encore, mais des centaines de milliers d'animaux qui n'étaient, enfin, pour lesquels l'expérimentation était plus possible dans le délai imparti pendant le confinement. Alors, à pondérer un petit peu, il y a eu des animaux considérés comme importants, alors importants sur la base de leur valeur économique, de leur valeur génétique. Il y a eu une prise en compte, entre guillemets, de l'espèce. Globalement, tous les primates ont été conservés. Il y a très peu de primates expérimentaux, mais il y en a. Les primates ont été concernés. Il y a eu beaucoup d'élimination de rongeurs, surtout de souris. Donc, ça pose un problème de la conservation de ces animaux importants, avec seulement la valeur génétique ou économique prise en compte dans le choix des animaux à conserver ou à sacrifier, et une gestion qui a pu être assez différente en fonction des capacités locales. Dans certains sites expérimentaux, il y a eu des éliminations de jusqu'à 75% des souris qui étaient destinées à l'expérimentation, et dans d'autres cas, c'était plutôt de l'ordre de 20%. Alors, les restrictions d'activité, alors oui, juste un petit point, je reviens juste sur la diapo précédemment, qui fait un peu le lien avec la suivante, sur les impacts psychologiques. Il y a eu des impacts psychologiques qui ont été assez notables sur certains animaliers, zootechniciens qui étaient en charge des installations expérimentales, notamment quand il y a eu des euthanasies massives réalisées. C'était des situations qu'ils ont trouvées très très difficiles à gérer. Alors, les restrictions d'activité ont eu des effets aussi sur la santé psychique des humains et des animaux. Donc, des études se sont intéressées au rôle positif des animaux de compagnie comme support moral pendant la crise, avec, pour pas mal de personnes, moins de sentiments de solitude ou d'inquiétude,
pour des personnes qui ont des animaux de compagnie, particulièrement pour celles qui se sentaient le plus affectées par le confinement, les restrictions de déplacement, etc. Par contre, des conséquences ont été constatées également chez les animaux domestiques, avec parfois de la désocialisation et de l'anxiété. Également en conséquence de moins d'interaction sociale. Alors, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est pendant le confinement, moins d'interaction sociale avec les autres animaux, ce qui a pu poser des problèmes d'agression entre chiens quand ils se croisaient, parce qu'ils n'avaient plus l'habitude de se croiser. D'autres problèmes, c'est le port du masque, qui a été considéré comme, il y a eu une étude là-dessus, sur le fait qu'il y a eu des identifications des émotions. Voilà, les chiens ont acquis la capacité de lire nos émotions par coadaptation, et le port du masque rend plus difficile la lecture des émotions par les chiens. Donc les chiens qui sont un peu craintifs peuvent avoir des problèmes de réaction vis-à-vis des humains qui ont des masques. Alors, il y a eu des conséquences négatives également. Alors, entre ces deux aspects, il y a aussi, je parlais du fait que les chiens avaient moins d'interaction sociale avec d'autres chiens. Il y a eu un problème à la fin du premier confinement avec des animaux domestiques qui avaient trouvé formidable d'être avec leur maître en permanence et qui, au final, quand le déconfinement a eu lieu, ont eu des gros problèmes d'anxiété parce qu'ils n'étaient plus au contact quotidien et permanent de leur maître. Alors, pendant le confinement, par contre, il y a eu aussi des problèmes de santé humaine en raison de la plus grande promiscuité au domicile. Donc, il y avait des animaux qui, au contraire, toléraient assez mal le fait qu'ils soient en permanence au contact de toute la famille. Et il y a eu des augmentations d'agressivité et de morsures, et notamment une augmentation notable de morsures sur des enfants avec des urgences chirurgicales maxillofaciales qui ont été en hausse. Il y a eu une enquête en ce moment à ce sujet dans les hôpitaux. Alors, on sait, il est très clair que la réduction d'activité humaine a eu des conséquences évidentes sur la qualité de l'air, de l'eau, les émissions de CO2, mais ça a aussi eu diminué le dérangement quotidien de la faune, le dérangement par le bruit, par le trafic routier, par l'occupation de l'espace. Donc, les humains, particulièrement les citadins, ont redécouvert partout dans le monde, on a vu beaucoup d'images d'animaux qui se promenaient, entre guillemets, en ville, ce qui surprenait beaucoup de monde. Donc des images d'animaux ont été diffusées largement, et donc parce que voilà, la reconquête de cet espace par les espèces sauvages pour de l'exploration alimentaire, des zones de reproduction, a permis une plus grande visibilité de ces espèces. Alors en retour, la reprise des activités a parfois entraîné des conséquences négatives pour ces espèces, avec cette fois plus de dérangements dans les zones reconquises, une augmentation des chocs pour les animaux qui avaient perdu l'habitude des voitures, ça a été documenté dans certaines régions en France ou en Afrique. Il y a eu également dans certaines régions du monde une augmentation du braconnage et du trafic en raison de la diminution des contrôles. Et de ce point de vue, il y a toute une frange de l'Afrique dans laquelle la gestion des parcs nationaux est doublement impactée. Donc la région de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, où il y a la double confrontation des problèmes de guerre civile, de terrorisme, et les restrictions de circulation liées au Covid, qui fait qu'il y a eu probablement une augmentation d'un certain nombre de trafics dans ce contexte. Alors, il m'a semblé intéressant de faire un point sur le cas particulier des visons d'Amérique, néovisons visons, une espèce dont l'exploitation par l'homme pose de multiples questions éthiques. Alors, en effet, c'est une espèce qui est utilisée d'abord pour la production de fourrure. Alors, je vais essayer de ficher mon pointeur. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur. Donc, c'est une espèce qui est utilisée pour la production de fourrure, ce qui est déjà le sujet d'un débat éthique assez intense. Alors, les visons sont élevés de manière intensive dans des cages, dans de très grands élevages, ce qui est un exemple typique du non-respect du mode de vie naturel d'une espèce qui est territoriale, solitaire et plutôt aquatique. Donc, pas du tout le contexte d'élevage de ces espèces. Donc, ça pose un gros problème de respect du bien-être animal. Cette espèce est très susceptible au SARS-CoV-2. Ce qui, combiné avec cet élevage intensif, a favorisé l'émergence de nouveaux variants, comme on a pu le voir, notamment aux Pays-Bas, au Danemark, et
certains variants se sont retransmis à l'homme, avec un risque éventuel d'échappement vaccinal de ces virus. Il suffit de voir avec quelle force ces pays ont conduit un arrêt de la production avec des abattages massifs pour lutter contre cette émergence éventuelle de variants dont on ne connaissait pas l'interaction avec la réponse vaccinale qui était encore à venir à ce moment-là. Donc ce risque conduit à un arrêt temporaire ou définitif de la production dans certains pays, donc par ces abattages massifs, avec une méthode de gestion sanitaire plutôt brutale et assez souvent contestée. Alors, si la production est définitivement stoppée dans certains pays, notamment en raison du bien-être animal, cette production sera reportée vers d'autres pays, on pense typiquement à la Chine, dans lesquels ce respect du bien-être animal est encore moins bon. Et enfin, le dernier problème, c'est que depuis une cinquantaine d'années, cette espèce de bison d'Amérique est une espèce envahissante et contribue par compétition avec une autre espèce présente en Europe, notamment à la frontière entre la France et l'Espagne, le vison d'Europe, qui est en danger critique d'extinction. Donc cette crise met en lumière les multiples questions éthiques posées par l'élevage du vison américain pour la fourrure. Alors, 2 points supplémentaires à ce sujet. À noter qu'il y a eu un cas documenté d'un vison américain sauvage dont on a pu montrer la séroconversion et il avait été capturé près d'un élevage de visons qui avait été infecté aux États-Unis. Donc, il y a eu au moins un cas documenté d'un vison sauvage qui a été infecté, on ne sait pas encore tellement comment, mais par un vison élevé. Et enfin, le dernier point, c'est récemment a émergé l'hypothèse que les visons joueraient un rôle de premier plan dans l'émergence de la pathologie et dans sa transmission. Alors, je suis extrêmement réservé sur cette hypothèse. Sur l'émergence, d'abord, ce serait très étonnant parce que l'hypothèse est faite parce qu'il y a beaucoup d'élevages de visons en Chine. Oui, il y a beaucoup d'élevages de visons en Chine, mais il y a pas mal d'élevages de visons un peu partout, en fait. Mais la souche qui contamine l'homme ne montre pas, les premières séquences ne montrent pas les fameux signes d'adaptation du virus au vison qu'on a déjà pu mettre en évidence par ailleurs. Et le deuxième point, c'était dans sa transmission, tout ça parce qu'il y avait des productions, notamment en Italie, des productions de visons avec des corrélations spatio-temporelles. Enfin bon, je ne suis vraiment pas du tout convaincu par cette hypothèse. Alors, pour terminer, je rappellerai que cette émergence d'un coronavirus est tout sauf une surprise et qu'elle illustre bien les rapports entre les humains, la faune et l'environnement. Alors, je vais vous montrer voilà, cette diapositive, elle provient du rapport de stage, c'est Sophie Lopoder d'Alfort qui me l'a communiqué, elle provient du rapport de Master 2 de Paula Lopez en 2016, qui avait étudié avec Sophie Lopoder les coronavirus, et en fait elle faisait une synthèse des émergences successives de coronavirus, avec les coronavirus animaux en 36, enfin, qu'on connaissait déjà, la première découverte. Ensuite, les infections respiratoires mineures, le SARS-CoV en 2002, le MERS-CoV en 2012, une extension du MERS-CoV en 2015, et en gros, voilà, ces dernières cases étaient à quand le prochain? Donc en 2016, c'était pas mal comme prévision. Voilà, donc il y a eu des émergences multiples de coronavirus. Donc on connaît le cas des SARS, MERS, SARS-CoV-2, mais précédemment, il y a eu d'autres émergences, donc il y a 2 alpha-coronavirus, NL63 et 229E, et 2 autres bêta-coronavirus, HQ1 et OC43, dont on date l'émergence à 13e siècle pour NL63, 18e, 19e siècle pour 229E, fin 19e, début 20e pour OC43, etc. Alors, à noter un élément assez important et assez intéressant. Il y a des études actuellement qui proposent que la grippe russe de 1889-1890, qui était une pandémie importante, qui a fait 1 million de morts, hein, donc c'était pas que russe, c'était au niveau mondial, n'aurait pas été causée par un influenza, comme c'était supposé auparavant, mais probablement, enfin possiblement, que ce serait l'émergence
du virus OC43, qui était un virus qui était présent chez des rongeurs, pour lequel on a eu une transmission par l'intermédiaire d'un bovin, et qui aurait contaminé l'homme. Et il est possible que cet OC43 ait été pandémique, et soit en fait la première pandémie à coronavirus qui soit documentée, même si ce n'est pas encore complètement validé. À noter que dans le cas de ces émergences, on a un schéma assez redondant, avec un hôte naturel, un rongeur, une chauve-souris, un hôte intermédiaire proche de l'homme, une espèce domestique ou une espèce sauvage proche de l'homme, tout au moins que l'homme fréquente, et cette zoonose se transforme en épidémie. Donc, quelle stratégie avoir dans ce contexte? Bon, la stratégie, c'est la stratégie One Health, qui est beaucoup discutée actuellement. Donc, il y a eu de multiples émergences récentes, avec des hotspots d'émergence spécifiques et géographiques qui nécessitent une épidémie-surveillance assez forte, parce qu'on sait que le risque zoonotique est souvent associé à l'élevage ou aux animaux proches de l'homme, dans des régions où une pression sur un environnement sauvage est assez forte. Donc, dans ces hotspots d'émergence, la surexploitation des ressources, la destruction de la biodiversité sont importants, mais le changement climatique, la mondialisation des échanges, des biens et des personnes sont des facteurs également déterminants dans l'interdépendance entre ces santé animale, humaine et environnementale. Donc, en conclusion, on a vu que l'éthique des relations entre humains et animaux a été remise en question par des considérations sanitaires. Même si l'origine animale de cette pandémie est à comprendre, c'est une maladie humaine et le risque animal est actuellement faible. Alors, il ne faut pas oublier que la prise en compte éthique de l'animal dans ce contexte se situe à deux échelles. Une échelle concerne la protection de la biodiversité menacée, donc des espèces, de leur environnement. Une autre échelle est celle de l'attention portée aux individus, ici des mammifères, qui sont des êtres sensibles aux émotions, et ça ne doit pas être oublié, même pendant la gestion de la crise sanitaire. Donc, il faut probablement remettre en discussion la valeur de l'animal en expérimentation, et probablement qu'un changement de priorité est nécessaire d'un point de vue éthique si la situation se représentait. Alors, objectivement, c'est un peu le cas. Hein, dans le second confinement, il n'y a pas eu d'élimination massive d'animaux expérimentaux. Comment dire, le plan de continuité des activités a mieux géré cet aspect. Donc, la pandémie a également mis en évidence un impact anthropique sur l'environnement fort, avec une pression permanente sur les animaux sauvages, révélée en creux par le confinement, hein, pendant lequel la faune a reconquis l'espace, ou une partie de l'espace, et un risque d'émergence lié à la surexploitation des ressources qui favorise le contact entre les compartiments humains, domestiques, sauvages et leurs pathogènes. Donc ce contexte particulier a fait émerger de nombreuses études scientifiques. Il y a beaucoup d'études actuellement en cours sur, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement, hein, dans tous les domaines, y compris les relations avec les animaux. Donc ils permettront d'avoir une vision un peu plus précise de l'évolution des relations, de ces relations éthiques avec les animaux dans les prochains mois, quand les articles seront publiés. Enfin, pour conclure, donc je vais remercier les membres du groupe animal du comité éthique de l'INSERM qui ont participé avec moi à cette enquête, avec et remerciant également les experts auditionnés sur ce thème. Et voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Bertrand. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez lever la main. Alors, il faut que je repasse sur Teams. Voilà. Alors, en attendant une question, je vais rajouter un petit point. Il y a un groupe taxonomique qui est un peu inquiétant, celui des mustélidés, qui comprend donc notamment les furets, les visons, et j'étais un peu inquiet de voir que dans un certain nombre de centres de soins, des précautions, il n'y avait aucune précaution particulière était prise vis-à-vis des mustélidés quand il en arrivait dans les centres de soins, parce que comme ce groupe est quand même particulièrement susceptible, soigner un mustélidé et le relâcher si jamais il était contaminé, c'était quand même un risque de créer un réservoir sauvage assez fort, surtout qu'on a vu qu'il y avait eu des transmissions ponctuelles de virus, notamment aux États-Unis. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de se confirmer, ça n'a pas l'air de se confirmer. Ça n'a pas eu l'air d'avoir lieu, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des précautions à prendre, plus particulièrement pour les mustélidés, pour les chauves-souris. D'ailleurs, il y a eu des règles tout à fait claires qui ont été édictées pour
pour les manipulations de chauves-souris avec des changements de mode opératoire qui sont voilà, pour prendre en compte ce risque supplémentaire. Oui, j'ai une petite question peut-être sur les glissements justement à d'autres espèces en susceptibilité. Parce que évidemment, plus il y a de malades simultanément et qu'on laisse courir, plus il y a de réservoirs et plus il y a d'interactions entre les humains et les animaux. Enfin, plus on donne d'occasion à une échappée supplémentaire en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu des instructions pour les manipulations aussi, pour que justement les gens qui soupçonnent d'avoir le Covid n'aillent pas travailler, n'aillent pas, pour ce genre d'interaction spécifiquement dans les centres, par exemple, animaux? Bon, alors, là, tu ne parles pas de nouvelles émergences, tu parles juste du transfert du coronavirus. Oui, alors, pour l'instant, c'est transfert, mais de toute façon, le truc, c'est que s'il y a une émergence, on le saura que quand on l'observera, en fait. Donc, il va falloir un petit moment avant de savoir si ça fait autre chose aussi. De manière générale, oui, il y a des recommandations qui ont été faites. Alors, il y a des recommandations générales et des recommandations particulières. Il y a des recommandations évidentes qu'on ne va pas travailler quand on pense ou qu'on sait qu'on est infecté par un coronavirus, quel que soit le contexte, tout particulièrement pour les animaux, quand on est en contact avec des animaux. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Alors, le gros problème de cette pathologie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sans le savoir, qui sont asymptomatiques. Donc, ils ne se sentent pas particulièrement malades. Et ça, c'est un énorme problème épidémiologique. Pourquoi? Parce que le SARS-CoV, tous les gens affectés, quand le SARS, la première version, on va dire, tous les gens infectés étaient malades. Le MERS, c'est pareil, tous les gens infectés étaient malades. Là, ici, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas malades et qui peuvent transmettre le virus à d'autres espèces ou d'autres personnes. Donc ça, c'était vraiment un gros problème pour cette pathologie. D'ailleurs, dans les parcs zoologiques, il y a eu pas mal de cas de transmission à des espèces susceptibles, donc ce qui montre bien que c'est pas suffisant. Ensuite, il y a eu des recommandations qui ont été faites pour les animaux qui travaillent avec des espèces sauvages. Donc, les espèces cibles, entre guillemets, les privilégiées sont les grands primates, en Afrique, en Asie, les chauves-souris. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été édictées par des organismes internationaux, l'UICN par exemple, mais aussi la SFEPM ou les réseaux chauves-souris en France sur quoi faire pour éviter la transmission en manipulant les animaux. Donc, prenant plus de précautions, en ne soufflant pas sur les animaux pour voir la peau, des choses comme ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Pas de questions, pas de questions. Ah si. Cécile Bernard? Bonjour Bertrand, et merci de ta présentation qui était extrêmement claire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu moins de questions. Dis-moi, dans la frise que tu as présentée là sur l'évolution du nombre de contaminations animaux humains suspectés, est-ce que tu penses qu'on va vers une augmentation ou au contraire le fait d'avoir pris conscience de ces relations va nous permettre de prendre des décisions pour être plus vigilants ou modifier nos comportements? C'est une bonne question, mais oui, enfin, je pense qu'on a suffisamment de recul pour avoir une idée maintenant des... Alors, je pense que tu parles du coronavirus. Oui. Ouais. On a une bonne idée du spectre des espèces sensibles ou pas. De manière générale, il y a des recommandations qui sont faites d'éviter. Bon, il faut noter qu'il y a eu pas mal notamment de missions et de missions de terrain qui ont été annulées rien qu'au muséum pendant cette période. Donc de fait, ça a limité. Je trouvais que c'est un peu ce que j'ai signalé tout à l'heure par rapport au Mustélidés. Il y avait un petit angle mort qui était les centres de soins en France, où je trouvais que les recommandations sanitaires n'étaient pas suffisantes. Bon, j'ai eu l'information comme quoi
l'association des centres de soins avait retransmis ensuite des règles de vigilance, tout particulièrement vis-à-vis des mustélidés. Donc, il y a eu des périodes de flottement où voilà, tous les animaux peuvent attraper le coronavirus. Non, ils ne peuvent pas l'attraper. Bon, on a vu que, par exemple, le chien est assez peu susceptible, les chats relativement. Mais il y a eu un cas documenté d'une rétro-transmission d'un chat vers une personne. Globalement, c'est un risque pas très important et je pense qu'il va être à peu près bien géré. Pour le moment, on n'a pas de cas documentés, et pourtant c'est assez suivi, de rétrozoonose qui aurait contaminé un compartiment sauvage dans lequel le virus s'installerait et s'adapterait. Qui serait un risque important, hein, parce que déjà au niveau humain, si on a du mal à gérer la pandémie, si on crée un réservoir naturel, là ça devient inquiétant, très inquiétant. Géraldine? Oui, bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Bertrand, merci. J'avais déjà vu ton autre présentation, donc je n'avais pas de grosses nouvelles sur celle-ci. Je voulais juste savoir sur le vison d'Amérique, si les élevages en France ont été, enfin s'il y a eu une action quelconque sur les élevages en France. Et puis par ailleurs, on a parlé des élevages et des animaux sur les marchés en Chine, beaucoup. Il y en a beaucoup ailleurs en Asie du Sud-Est. Il y a aussi plein d'élevages, que ce soit pour la nourriture, pour plein de choses, que ce soit des mustélidés ou notamment des viviridés qui peuvent être aussi sensibles à ce genre de choses. Donc, d'une part, est-ce que ça, tu sais, j'ai pas vu trop d'infos si ça, en tout cas en Chine, ça va l'air fermé si le reste des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, où c'est très très fréquent, ou d'Inde aussi, où il y a pas mal d'élevages, ont agi là-dessus. Et comme je disais, sur la France pour les visons, en fait. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait pour tous ces animaux captifs qui n'ont pas une utilité alimentaire ou réelle. Est-ce qu'il y a eu des actions et des recommandations? Alors, je vais commencer par l'Asie. Donc, j'ai eu des infos par Serge Morand là-dessus. Alors, en Chine, effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Pour faire simple et rapide, voire un peu caricatural, en Thaïlande, au Vietnam, il ne s'est rien passé. Ça n'a eu aucun changement, il n'y a pas eu de précaution particulière sur les animaux dans les marchés. Bon, à noter qu'il y avait eu des précédents un peu douloureux. Alors, je ne sais pas à quel point ils essaient d'en tenir compte, mais c'est vrai que, par exemple, pendant la crise H5N1, donc la grippe aviaire H5N1, il y a eu des abattages massifs de volailles en Thaïlande, au Vietnam. Enfin, les populations d'animaux locaux ont quasiment été éradiquées. En Chine également, par ailleurs. Bon, là, il n'y a pas eu ni de campagne d'abattage parce qu'il n'y avait pas d'espèces susceptibles a priori. Et sur les marchés, il n'y avait pas de changement manifeste de comportement vis-à-vis des animaux sur les marchés. Alors, si je reviens sur les visons, alors en France, 25% des élevages de visons ont été contaminés. Alors, en disant comme ça fait beaucoup, mais en fait, comme il n'y a que 4 élevages de visons en France, ça n'en fait qu'un. Donc, il y a eu un seul élevage de visons contaminé qui a été mis en abattage total. Alors, il y a une volonté politique au niveau européen plus ou moins claire. Hein. Ce n'est pas le cas en Pologne, mais dans la plupart des autres pays, je ne sais pas pour l'Italie, mais Danemark, Pays-Bas, France, ont la volonté d'arrêter probablement l'élevage à l'échelle de quelques années, voire même plus tôt. Sauf que je viens de voir passer un projet de loi en France pour allonger un peu la période pendant laquelle les élevages seraient potentiellement autorisés, ce qui n'était pas évident au départ. On va probablement vers un arrêt à terme de l'élevage des visons pour la fourrure en Europe. Mais il y aura certainement un report de cet élevage vers d'autres pays comme la Chine. Hein. La Chine est déjà le premier éleveur de visons au monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, merci vraiment beaucoup. C'était vraiment très très intéressant et extrêmement clair. De rien. Donc, normalement, il est prévu qu'il y ait une note écrite par le comité d'éthique de l'INSERM à ce sujet. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'on prévoit. Donc, de toute façon, il y aura un petit texte qui sera disponible
à la suite de cette étude. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde.